Bonjour et bienvenue sur Médian TV. La 13e réunion ministérielle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est finalement prolongée d'un jour et devrait se clore donc aujourd'hui à Abu Dhabi, aux Émirats. Les négociations se heurtent aux intérêts des uns et des autres, notamment en ce qui concerne l'agriculture et la pêche. Dans ce contexte, quels sont les enjeux africains actuels dans le commerce mondial? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Idriss Lindsey, il est le rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin, en direct avec nous depuis Cotonou. Bonjour à vous Idriss Lindsey et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Omar, c'est un plaisir d'échanger avec les auditeurs de Médian TV Afrique. Alors, Idriss Lindsey, il est vrai que on sait que la majorité des pays qui composent l'OMC sont des pays émergents et pays dits en développement. Alors, pour l'Afrique, quels sont aujourd'hui les enjeux qui se posent à l'OMC? Alors, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, a les mêmes enjeux depuis quelques années déjà. C'est que les pays en développement, les pays les moins avancés, souhaiteraient que leur voix soit de plus en plus entendue, et ça reste un tout petit peu complexe parce que on reste toujours dominé par cette espèce de conflit. Et d'ailleurs, c'est même le cas au niveau politique, ce conflit entre le bloc américain et le bloc asiatique emmené par la Chine, mais aussi les Européens qui ne veulent pas laisser la place à la nouvelle règle du commerce mondial et qui veulent faire passer un maximum de règles pour protéger leur marché intérieur. Mais pour ces pays les moins avancés, malheureusement, leurs revendications peinent à prospérer, tout simplement parce que, notamment en ce qui concerne l'Afrique, par exemple, les pays vont un tout petit peu en rang dispersé. Nous avons un peu suivi les déclarations des différents pays africains. On trouve pourtant des points de convergence, notamment les pays qui sont côtiers demandent davantage de règles pour protéger les questions halieutiques, la pêche. Les autres pays qui, eux, ne sont pas concernés par la pêche, ils ne semblent pas vouloir soutenir ces initiatives et ils sont sur d'autres choses. D'autres pays veulent qu'on passe à un principe d'adoption beaucoup plus radical dans les décisions de l'OMC, mais d'autres pensent qu'il faut toujours rester sur le consensus. Or, le consensus, c'est ce qu'on fait depuis pratiquement 13 conférences des ministres, et là, on est en train de repousser les négociations parce que c'est très complexe. Donc, les enjeux sont ceux d'un monde qui s'est transformé, un monde qui se digitalise, un monde où les gens ont besoin d'aller plus vite, mais pourtant un monde où il y a encore beaucoup de contraintes, notamment pour les pays les plus faibles, les pays en développement et les pays les moins avancés. Alors, on sait que l'Union africaine a lancé depuis bientôt 3 ans la zone africaine de libre-échange continentale, la ZLECAf plutôt, qui doit normalement être la référence pour les économies africaines quand il s'agit de négocier des accords sur le plan international. Alors, quelle convergence entre les règles de l'OMC et la ZLECAf? Non, il est clair que d'une certaine manière, le secrétariat de la ZLECAf travaille à harmoniser les règles du commerce intra-africain avec ceux qui existent déjà, notamment ceux de l'OMC. Et puis, d'une certaine manière, dans le cadre de l'OMC, il est plus intéressant d'avoir un interlocuteur que la situation actuelle où nous avons plusieurs interlocuteurs avec des intérêts complètement différents. Évidemment, on aura un pays comme le Maroc ou encore la Mauritanie, le Sénégal ou peut-être l'Angola qui se battront pour les droits de pêche, ou la Côte d'Ivoire qui se battront pour les droits de pêche. Mais n'allez pas le dire à un Tchadien ou à un Centrafricain ou même à un Kenyan qui, lui, a des enjeux complètement différents. Donc, du coup, la ZLECAf peut donc être un moyen de fédérer les ambitions africaines et puis permettre que dans le cadre du commerce mondial, on puisse discuter d'une seule voix. Mais là, ce n'est même pas encore acquis, ça reste un défi parce que, bon, déjà, la ZLECAf, elle se met en œuvre, tous les pays n'y ont pas encore intégré, et même au niveau de l'OMC, on est très encourageant.
on est très enthousiaste à l'effet d'avoir une ZLECAf, une zone de libre-échange, mais on reste très inquiet pour des questions un peu techniques comme les règles d'origine, comme comment est-ce qu'on va qualifier le capital qui sera investi dans le cadre de ce marché global. Et puis surtout, hein, comment est-ce que cela va dessiner les routes commerciales entre l'Afrique et le reste du monde. Donc, la ZLECAf, c'est une excellente opportunité d'avoir une voix africaine, mais en même temps, ça demandera peut-être que l'OMC puisse s'ajuster, trouver des voies pour adapter ses propres règles à cette réalité sous-régionale. Et pas que, parce que les pays africains aussi individuellement ont signé des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, des accords avec la Turquie, des accords avec la Chine. Il y a la GOA, l'African Growth Opportunity Act avec les Américains. Les Canadiens ont leurs propres règles. Donc, il y a une multitude aujourd'hui de corridors législatifs commerciaux et la ZLECAf, normalement, permettrait de fédérer tout ça. Seulement, on en est encore au tout début, mais je pense que ceux qui y travaillent sont assez confiants. Justement, bon, on va quand même un peu s'attarder sur cette ZLECAf-là. Si on pouvait faire un petit bilan quand même depuis son entrée en vigueur, qu'est-ce qu'il faut retenir, Idriss Lingier? Donc, je pense qu'il faut savoir que mettre en vigueur un truc comme la ZLECAf, ça reste assez complexe, hein, parce qu'il s'agit de mettre ensemble des États qui structurellement n'ont pas tous le même intérêt. Ça reste très compliqué, par exemple, pour un Sud-Africain de venir commercer avec quelqu'un de l'Égypte, par exemple. Mais c'est des visions complètement différentes. Et ça reste aussi très compliqué pour une personne qui est en Tanzanie d'aller commercer avec une personne qui est en Côte d'Ivoire. Naturellement, les corridors commerciaux africains sont des corridors de proximité. Vous allez dans la zone CEDEAO, les corridors sont connus. C'est de Dakar au Burkina Faso, c'est d'Abidjan à Lagos, mais vous ne verrez pas un corridor qui quitte de Lagos, par exemple, pour Nairobi au Kenya. Et c'est d'ailleurs pour ça que le commerce intra-africain continue d'être faible. La deuxième chose, c'est que la ZLECAf a beaucoup avancé sur le plan normatif. Aujourd'hui, on a presque les règles sur un ensemble de choses. On a même avancé sur le système de paiement grâce notamment à Bank et les groupes bancaires comme EcoBank qui ont soutenu le principe avec le Pan-African Payment System, c'est le système qui permet de payer facilement, je veux dire, de faire la facture en shilling kényan et de recevoir le paiement en dirham marocain. Donc, on est en train d'avancer là-dessus. La troisième étape sera peut-être la question logistique. Je pense qu'il y a des discussions aujourd'hui avec des partenaires privés pour permettre de booster la logistique en Afrique, parce que c'est un gros problème la logistique. Et on s'était dit, il faut investir sur le chemin de fer, il faut investir sur les routes. Mais aujourd'hui, on est en train de voir que le meilleur atout en termes de logistique pour les marchés africains, c'est la logistique aérienne. Parce que tous les pays africains ont au moins 2 aéroports. Donc, si on développe l'aérien, on peut recommencer à booster ce marché. Et après, il faut que ce marché se prépare. Donc, ce n'est pas une aventure aisée, c'est une aventure très difficile. Et je rappelle que même si on prend le cas des marchés uniques, hein, comme le marché de l'Union européenne, c'est pas des marchés, c'est des marchés intégrés dans une certaine mesure, ils ont toutes les infrastructures, mais c'est pas non plus, vous savez, quand vous y allez, on vous vante encore quand même la bière allemande ou bien le champagne français. Il y a encore quand même ces petites publicités nationales. Donc, imaginez dans l'Afrique où les distances sont plus larges. Je vous rappelle qu'entre le Caire et Johannesburg, en Afrique du Sud, il y a 10 heures de vol. 10 heures dans un avion, imaginez ce que ça peut faire en train, en bus. Et entre Dakar et Addis Abeba, il y a pratiquement 9 heures de vol. Donc, imaginez ce que ça peut faire en bus. Donc, c'est pas quelque chose de facile. Je pense plutôt qu'il faut à chaque fois soutenir les avancées de ce projet sous-régional, qui est l'un des plus importants
Parce que finalement, c'est le vrai panafricanisme qui se construit autour de la SLECAF. En tout cas, c'est à suivre. Alors, si on voit les négociations à l'OMC, on voit que justement ces questions sur l'agriculture et la pêche que vous évoquiez tout à l'heure sont très, très présentes et constituent même, si on ose dire cette année, les points sur lesquels les négociations achoppent. Pour l'Afrique, quels sont aujourd'hui les enjeux par rapport à ces deux secteurs-là? Tu peux reprendre? Alors, je disais que les secteurs de l'agriculture et de la pêche cristallisent aujourd'hui l'attention en cette 13e réunion de l'OMC. Pour l'Afrique, quels sont les enjeux dans ces deux secteurs-là? Les enjeux sont importants. L'Afrique aujourd'hui, malheureusement, doit encore déjà à l'importation, l'Afrique doit encore dépendre d'un certain nombre de produits internationaux qui parfois font l'objet de régulations. Par exemple, les Africains aujourd'hui dépendent grandement du riz qui est produit dans la zone indienne, vous savez, toute la zone indienne, Indonésie et tout le reste. Et malheureusement, parfois, ces pays se lèvent un matin et décident unilatéralement qu'ils ne vont plus produire du riz, enfin, qui vont plus exporter du riz parce qu'il faut gérer la souveraineté de la consommation. Ou encore, lorsque nous avons un défi comme l'envahissement de l'Ukraine par la Russie et que on se retrouve dans des situations où on ne peut plus, d'une certaine manière, exporter le blé, le blé ukrainien ou alors le blé russe, tous ces blés qui étaient utiles, qui sont utiles à la consommation de l'Afrique, ça reste des problèmes qu'il faudrait que l'OMC puisse être capable de résoudre parce qu'on n'est pas là dans le politique, on n'est pas là dans le sécuritaire, on est là dans l'humain, dans la capacité de faire que les hommes, quels que soient leurs différends, puissent continuer de pouvoir échanger, ne serait-ce que sur la nourriture. Donc, c'est des enjeux très complexes pour l'OMC parce que ça demande que l'OMC prenne des positions politiques. Mais maintenant, à l'export, il y a un ensemble de défis. Par exemple, l'Union européenne a pris une loi qu'on appelle la loi SVS. C'est une loi qui vérifie la qualité du produit, si le produit n'a pas fait l'objet de déforestation et tout le reste, qui impose des normes qui vont entraîner des coûts supplémentaires de production à des planteurs, par exemple, d'Afrique, alors que ces planteurs ne réalisent même pas les marges. L'essentiel des marges est réalisé sur les marchés mondiaux. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Ce pays aujourd'hui est le premier producteur de cacao. On impose des normes. Qui va les appliquer, ces normes? C'est toujours les producteurs, c'est les petits planteurs. Mais à la fin, on garantit un prix aux planteurs qui est de l'ordre de, je dis n'importe quoi, c'est 1000 francs le kilogramme, je pense, actuellement en Côte d'Ivoire. Mais entre le moment où ce prix a été garanti et aujourd'hui, la spéculation sur le marché mondial a fait que les prix soient pratiquement multipliés par 4. Or, par 2 ou par 3. Or, le planteur, lui, il ne bénéficie pas de ces marges-là. Donc, c'est quand même des questions qu'il faudrait que l'OMC règle. Les pays ne peuvent pas toujours continuer de s'élever et de décider des normes et de décider que ça se passe ainsi, alors qu'ils savent très bien que ça peut impacter ceux qui ont le moins de revenus, ceux qui sont les moins avancés pour pouvoir investir dans ce domaine. Et puis, pour les pêches, par exemple, il est clair, hein, il est clair aujourd'hui que la question des pêches est vraiment un gros enjeu pour des pays comme la Mauritanie, le Sénégal. Leurs eaux territoriales sont envahies, ils ne peuvent pas se protéger, ils n'ont pas la capacité de pouvoir avoir une souveraineté sur cette ressource halieutique qui est très importante. Donc voilà, c'est autant d'enjeux sur lesquels l'OMC est attendu. C'est des enjeux complexes, mais c'est des enjeux sur lesquels il faudra qu'il avance malheureusement. Alors, on voit quand même, dans ce contexte, on voit ce bras de fer entre les États-Unis et l'Inde actuellement à Abu Dhabi. Alors, justement, s'il y a des propositions africaines ou une proposition africaine, à vous de me dire, quelle serait cette proposition, Idriss Lingé? Alors, normalement, déjà c'est très complexe d'avoir une position africaine. Là, tu me demandes de parler au nom de tous ces ministres, mais j'ai lu à peu près les discours qui ont été prononcés par différents pays, y compris la Côte d'Ivoire, y compris c'est la Mauritanie.
En général, ils demandent à l'OMC de continuer de travailler à établir des règles qui sont respectées par tout le monde. Ils continuent de plaider pour qu'il y ait un consensus final et que cessent les conflits comme ceux que vous venez de décrire entre l'Inde et les États-Unis. Mais c'est assez complexe. C'est très complexe de juste avoir des formulations de bonnes intentions. Mais je crois que justement, si aujourd'hui les négociations traînent, c'est parce que quelque part, un bloc de pays, je pense qu'il y a un bloc de pays les moins avancés, ils ne veulent plus que les règles se passent comme par le passé. Ils sont aujourd'hui très attachés à ce qu'on puisse respecter aussi leur part de droit. Et je crois que peut-être au sorti de ces négociations, nous aurons une idée plus claire de ce que l'Afrique a fait comme contribution aux propositions globales du Grand Sud, qui aujourd'hui ne veut plus subir le diktat des économies du Nord, qui finalement n'ont pas toujours été au service du développement. Mais une chose qui est revenue de la part des représentants africains, c'est de toujours allier les règles du commerce à l'objectif de développement. Les Africains ont besoin de cela. Il ne faut plus que le commerce soit juste une machine économique pour générer de la rentabilité pour ceux qui ont investi du capital. Les Africains pensent que le commerce doit désormais être connecté au développement. Et nous pensons que c'est quelque chose qu'on a toujours vendu à ce continent, mais que malheureusement, on n'a pas très souvent respecté. Parce qu'au final, le continent est privé de ses matières premières, on lui renvoie plein de produits manufacturés qui valent parfois 4-5 fois le prix de la matière première qui a été exportée. Ils sont constamment en déficit commercial et le continent ne peut pas avancer dans ces conditions. Évidemment, après, on va dire qu'il est l'Algérie et tout le reste, mais le commerce et le développement vont de pair et ça, c'est une constante dans les revendications, les propositions de la plupart des représentants africains. En tout cas, c'est à suivre. Une dernière question. Il y a quand même l'Afrique qui commence à avoir de ces pays exportateurs sur le plan, sur les chaînes logistiques mondiales. En tout cas, on voit que ces pays sont bien placés. Je pense entre autres à l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc. Quel rôle pour ces pays si on prend par exemple le cas du Maroc, Idriss Linger? Le Maroc est un exemple. Hein. Je ne le dis pas parce qu'on est sur Média TV, mais il est clair que quand on regarde les statistiques, par exemple, du commerce du service, le Maroc est aujourd'hui le top pays en Afrique en termes d'excédent commercial sur le service. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas dans tous les pays africains. Pour prendre un exemple, le Nigeria, par exemple, est le top, enfin, peut-être pas, on va pas dire le pire, mais c'est le top des pays en termes de déficit commercial sur les services. Donc, je pense que d'une certaine manière, on peut effectivement s'appuyer sur l'exemple qu'a développé le Maroc pour comprendre qu'on peut faire de l'Afrique non pas seulement un hub de vente de matières premières, le Maroc aurait pu s'arrêter sur son phosphate qui lui rapporte suffisamment de délices, mais il a décidé d'aller sur des domaines beaucoup plus industriels, il exporte même des produits agricoles, il est un peu l'arrière-cour de production pour certains secteurs industriels basés en Europe. Donc, c'est vers là que les pays africains devraient aller. Mais l'exemple du Maroc est intéressant parce que c'est le capital marocain qui a été investi dans le cadre de cette infrastructure. La vraie crainte au niveau du commerce mondial, c'est d'ouvrir la capacité aux pays africains et qu'on va peut-être affluer des capitaux russes, chinois, qui viendraient tirer bénéfice de ces nouvelles dispositions. Donc, il y a toujours cette petite rivalité au niveau international entre les grandes puissances internationales qui fait que ça reste très complexe. Donc, le Maroc a su naviguer dans ces complexités. Et d'ailleurs, quand vous écoutez le représentant du Royaume à l'OMC, il est resté extrêmement diplomatique, il a apaisé tout le monde et il a invité à ce qu'on ait davantage de consensus parce qu'on ne peut qu'avancer en ayant du consensus, ce que je trouve assez pertinent. Donc, l'Afrique subsaharienne, y compris l'Afrique du Sud, devrait pouvoir aujourd'hui reconnaître qu'il y a un avantage comparatif de ce côté, peut-être mettre en place des synergies qui permettraient qu'elle aussi puisse se positionner sur le commerce mondial, non plus comme importateur, mais aussi comme fournisseur, et non pas fournisseur de matières premières brutes, mais aussi fournisseur de produits finis. On voit déjà des bribes
se mettre en place. Il y a ce projet entre la Zambie et la République démocratique du Congo qui consistera à faire une première transformation du cuivre. On est très attentif à ce type de projet. On espère vraiment que ça fera une étincelle, ça créera des chaînes de valeur et qui permettront vraiment de booster le commerce d'abord intra-africain, puis le commerce entre l'Afrique et le reste du monde. C'est à suivre donc. Merci à vous, Idriss Linger. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin, spécialisée dans l'économie et la finance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.